Point d'interrogation. Nous connaissons la vitesse de l'automobile en A, sa vitesse en B. On peut déterminer son accélération connaissant la distance AB en utilisant la relation de Galilée, VB carré moins VA carré égale à 2A, facteur de x moins x0, la distance AB. La distance AB qui est L. Donc, A égale VB carré moins VA au carré sur 2L égale VB carré moins VA carré. Nous l'avons déjà calculé ici. VB carré moins VA carré sur 2L. La partie là représente l'accélération. C'est ce que nous avons calculé ici. C'est ce qui nous donne 224 sur 750 et A égale 0,3 mètres par seconde carré. Voici l'accélération de l'automobile. Donc, son mouvement étant uniformément varié est égal à 1 demi de A fois T carré plus V0. La vitesse initiale, c'est la vitesse en A. Donc, plus VA fois T. Et là, x0 est égal à 0. L1 égale 1 demi fois 0,3 fois T carré plus VA, c'est 10 fois T. Cela nous permet d'écrire L1 est égal 0,15 T carré plus 10T. Voici l'équation horaire de la distance parcourue par l'automobile. Nous allons prendre pour le motocycliste. Sa vitesse étant constante, le mouvement est rectiligne uniforme. Donc, la distance parcourue L2 est égale à V du motard fois T. Et V du motard, le problème nous dit que c'est 45 km par heure. C'est ce qui correspond à 12,5 mètres par seconde. On trouve L2 égale 12,5 T tout court. Et pendant le croisement, L1 plus L2 correspond à la distance L. Pendant le croisement, L égale L1 plus L2. 375 égale à L1 plus L2. Donc, question 0,15 T carré plus 10T plus L2 12,5 T moins 375 égale à 0. On obtient 0,15 T carré plus 22,5 T moins 375 égale à 0. Résoudre pour déterminer l'instant de la rencontre. Nous avons l'équation, cette équation est ce que nous allons résoudre, l'inconnu étant T. Nous avons divisé, c'est-à-dire que toute l'équation par 0,15, l'équation précédente, c'est ce qui nous a donné cela. Et le discriminant delta, delta c'est B carré moins 4 fois A fois C. A égale à 1, C égale à moins 2500.
et nous obtenons la valeur de delta. Et la racine de delta, c'est 180,28. Bon. Et ici, T1, c'est moins B, moins racine de delta sur 2A. A égale à 1. Et là, ça, c'est une valeur négative et T est strictement positive. Donc, cette valeur est à rejeter. Et maintenant, la deuxième valeur, la deuxième solution, c'est moins 150, moins B, plus racine de delta sur 2A. C'est ce qui nous donne 15,125. Donc, le croisement a lieu à l'instant t égale à 15,1 seconde. Si on prend un seul chiffre après la virgule. Et nous allons déterminer la position du lieu de croisement par rapport au point B. Le lieu de croisement par rapport au point B. Le point B, c'est le point de départ du motocycliste. Donc, comme le point B, c'est le point de départ du motocycliste, on remplace T égale à 15,1 secondes dans l'équation du motocycliste. Et on aura maintenant IB, la distance IB c'est L2. Et quelle est l'équation de L2? Nous avons 5T. Ainsi, L2 est égal à IB égale à 12,5 multiplié par 15,1. On trouve L2 est égal à IB égale. Donc ici, en remplaçant T par 15,12, lorsque nous prenons deux chiffres après la virgule, dans l'équation de la distance parcourue par le motocycliste, on trouve L2, c'est la distance IB, égale à 189 mètres environ. Donc, le croisement a lieu à l'instant T égale à 15,12 secondes à 189 mètres de B. Voici la réponse à la troisième question et nous allons aborder la quatrième partie du problème. La quatrième question, le problème nous dit que lorsque l'automobile passe en B, c'est-à-dire quoi? Ça, c'était la descente de A en B. Lorsqu'il passe en B, avec la vitesse de 65 km par heure, on remet le moteur en marche. Cette fois-ci, le moteur étant mis en marche, il y a une autre force qui s'ajoute. Donc, en plus du poids et de la réaction du plan, vous avez maintenant la force du moteur. Donc, le moteur est mis en marche. L'automobile gravit alors une côte BC. Elle gravit maintenant la côte BC. Donc la première phase du mouvement, c'était de A à B, c'était la descente. Cette fois-ci, on met le moteur en marche et l'automobile gravit la côte BC. Et cette côte, elle est longue de 200 mètres, autrement dit BC égale à 200 mètres. Je note, la distance BC est égale à L' égale à 200 mètres. Et passe en C avec une vitesse de 90 km par heure. Donc l'automobile passe en C avec la vitesse de 90 km par heure. Après conversion, nous trouvons 25 mètres par seconde. Les résistances à l'avancement sont représentées par une force ayant la même intensité que celle calculée dans la question numéro 2. Dans à l'avancement, les forces de frottement gardent toujours la même valeur que celle calculée dans la question numéro 2. Autrement dit, F égale à 500 newtons, ce qui avait été déjà calculé. On demande de calculer la puissance du moteur lorsque l'automobile passe en B, puis lorsqu'elle passe en C. On va calculer la puissance du moteur lorsque l'automobile passe en B et lorsqu'elle passe en C.
Et nous devons nous rappeler de la puissance d'une force. Après avoir fait le bilan des forces, nous avons le poids, la réaction et la force du moteur. La force motrice suit le sens du mouvement. Et là, vous avez la représentation, comment on appelle, sur un schéma de toutes les forces qui s'exercent sur notre automobile. Et maintenant, par définition de la puissance d'une force, par définition, la puissance de la force du moteur Fm, c'est Fm scalaire V. Et on nous dit, dans cette partie, de déterminer la puissance du moteur lorsque l'automobile passe en B et encore lorsqu'elle passe en C. Cela veut dire qu'en B, on prendra la vitesse VB. En C, nous prendrons la vitesse VC. Pour cela, nous devons, connaissant VB et VC, ce qui reste à calculer, c'est Fm. Nous devons calculer l'intensité de Fm. Et en prenant l'expression de la puissance de la force motrice, c'est la norme de Fm, c'est la force motrice, multiplié par la norme de V, qui est V, fois le cosinus de l'angle formé. En regardant le chemin, la force motrice est collinéaire au déplacement. Cela veut dire quoi? Le vecteur vitesse, ici, et la force du moteur, les deux ont même direction et même sens. Donc l'angle formé ici, c'est 0 degré. Et le cosinus de 0 est égal à 1. Donc nous obtenons l'expression de la puissance de la force motrice. C'est de déterminer la force motrice. Déterminons la force motrice. Déterminons la force du moteur. Pour cela, on va appliquer le théorème du centre d'inertie. D'après le théorème du centre d'inertie, la somme vectorielle de toutes les forces extérieures appliquées est égale au produit de la masse du solide par le vecteur accélération de son centre d'inertie. Nous avons en premier lieu le poids, ensuite la réaction, nous avons la force du moteur qui est égale à M fois A. Après ça, on fait la projection. Le mouvement a lieu sur l'axe X' au X. On va faire la projection suivant cet axe parce que la force du moteur n'est que sur cet axe X'. Sur X', quelle est la projection de P? C'est Px. Quelle est la projection de R? C'est F. Quelle est la projection de la force motrice? C'est elle-même. Égale à M fois A. Parce que le mouvement n'a lieu que sur cet axe. Et nous allons chasser ces vecteurs. Ici, en chassant les vecteurs Px, regardez Px, il est opposé au sens du mouvement. Donc, on écrit moins Px. F, les forces de résistance aussi sont opposées au mouvement. La force motrice plus Fm égale à M fois A. Et là, je peux remplacer Px par son expression et tirons d'abord Fm. Cela me permet d'écrire la force Fm égale à quoi? Ma plus Px plus F. Je dois déterminer Px et F. Je dois Px et F. Je vais commencer d'abord par Px. L'angle bêta qui est là, il est ici aussi. Donc, et là, en Px représente le côté opposé. Donc, Px
est égal à P sinus de bêta égal à mg sinus de bêta. F est connu déjà, c'est 500 newtons. On va déterminer, on va remplacer à MA plus mg sinus de bêta plus F. Pour déterminer l'accélération du mobile, il suffit d'utiliser la relation de Galilée entre B et C. D'après Galilée, on a VC carré moins VB carré est égal à 2A. 2A fois la distance BC qui est L'. On obtient A égale VC carré moins VB carré sur 2L' égale VC, c'est 25 au carré, moins VB, 18 au carré, sur 2 fois 200. Moins. Donc ici, d'après la relation de Galilée, VC carré moins VB carré 18,05 au carré sur 2 fois la distance BC. Et vous avez 25 au carré, c'est 625. 18,05 au carré, c'est 325. 2 fois 200, ça fait 400. Et le résultat nous donne 0,75. Donc l'accélération de l'automobile pendant la montée, c'est 0,75 mètres par seconde carré. Et nous pouvons avec ça déterminer Fm. Donc, application numérique, la force du moteur est égale M multiplié par A 0,75 plus 75 plus G, c'est 10 fois le sinus de bêta. Sinus de bêta, la pente est de 4%, donc le sinus de bêta, c'est 0,04. Plus F sur M. F, la valeur c'est 500. Sur M, 1000. Nous n'avons factorisé que par M. Et ici aussi, en factorisant par M, on peut rectifier. Je factorise. Et là, on obtient F sur M. Là, on a factorisé par M. C'est ce que nous retrouvons ici. Et là maintenant, Fm c'est 1000 facteur 0,75 plus 0,4 plus, je bats 2 zéros, et là 0,5. Donc la force, ça fait 0,9. Après tout calcul, nous trouvons que la force du moteur, c'est 1650 newtons. Et nous pouvons maintenant appliquer la définition de la puissance d'une force pour pouvoir déterminer la puissance du moteur en B et en C. Déterminons la puissance du moteur en B. En B, nous avons la puissance de la force motrice égale à la force motrice fois VB. Donc, la puissance de la force motrice égale Fm.
c'est 1650 multiplié par la vitesse en B. La vitesse en B, c'est 18,05 en mètres par seconde. Donc, on trouve la puissance en watts. Donc ici, la puissance de la force motrice en B, c'est la force motrice en B. Bon, la force motrice Fm car elle est constante, multipliée par la vitesse en B. Et en remplaçant VB par 18,05, on retrouve 29 782,5 watts. En kilowatts, on divise par 1000, ce qui revient à 29,78 kilowatts environ. Et en C, au lieu de VB, on prend VC. Donc la vitesse en C est de 25 mètres par seconde, c'est-à-dire 90 km par heure. Donc, ce qui nous donne 41 250 watts est égal à 41,25 kW. Donc ici, vous devez déterminer la puissance d'une force. Vous prenez le produit scalaire F par le vecteur vitesse en un instant donné. Et lorsque vous devez déterminer la date de croisement pour deux mobiles qui évoluent dans des sens opposés, vous prenez la distance parcourue par le premier plus celle parcourue par le deuxième mobile correspond à la distance qui sépare les deux mobiles à l'instant initial. Donc voici un problème qui nous a permis d'appliquer le théorème du centre d'inertie et le théorème de l'énergie cinétique sur le mouvement d'un mobile sur le plan incliné pendant la phase descendante et la phase aussi ascendante. Merci.